émotionnelle, moi, c'est un sujet qui me passionne. J'espère que ça va également, que je vais vous emmener dans mon monde, tout simplement. Donc, on va parler de l'intelligence émotionnelle. Et souvent, quand on parle d'intelligence émotionnelle, on me dit, non, mais concrètement, c'est quoi ton truc? C'est mon truc. Ben, mon truc, c'est un petit peu, de façon très concrète, l'histoire de ces deux hommes. Je ne sais pas si vous les reconnaissez. Le premier, c'est Sully, un pilote de ligne, et le deuxième, c'est Francesco, un capitaine de navire. Et vraiment, quand on parle d'intelligence émotionnelle, ils sont une belle illustration de ce qu'est l'intelligence émotionnelle, puisque face au danger, dans les deux cas, les capitaines et pilotes devaient prendre les bonnes décisions au bon moment face à un danger imminent. Et on s'est aperçu qu'effectivement, l'un s'en est sorti en héros et l'autre pas vraiment en héros, puisque je crois que ça s'est même terminé en prison. Et donc, qu'est-ce qui a fait la différence? C'était simplement, je dirais, leur intelligence émotionnelle, puisque la compétence, ils l'avaient. C'était un pilote de ligne aguerri, un capitaine de bateau expérimenté, sauf que face au danger, ils n'ont pas su réagir de la même façon. Donc, l'intelligence émotionnelle, ça permet de sauver des vies. Alors là, j'ai un problème. J'ai mon support qui ne défile plus. On va y arriver. Je suis vraiment désolée pour toutes ces contretemps. Donc, je suis effectivement plus experte en intelligence émotionnelle qu'en PowerPoint. Alors, regarde Sylvie, tu as les petites touches en bas sur la truc. Voilà, on en a récupéré une. Voilà. Donc, l'intelligence émotionnelle, effectivement, ça va permettre de sauver des vies lorsqu'on est pilote de navire, d'avion ou de capitaine de navire. Mais en entreprise, c'est la même chose. Ça va permettre effectivement d'améliorer le fonctionnement de vos entreprises. Donc, face au Covid-19, on s'est aperçu effectivement qu'on était rentré dans une crise unique et sans précédent. Bien sûr, les premières conséquences sont des conséquences sanitaires et j'espère que pour vous tous, vos familles, vos collaborateurs, que tout le monde se porte bien, puisqu'effectivement, si aujourd'hui on est dans cette crise, c'est que l'on veut prendre le minimum de risques pour les humains et c'est une très bonne chose. En revanche, on constate également qu'il va y avoir des répercussions sociales et économiques très fortes. Quand on parle de Covid-19, on parle de crise, et j'aime bien l'idée de l'idéogramme chinois qui dit que dans le mot crise, on retrouve danger et opportunité. Et là aussi, on va pouvoir mettre en place les émotions et la raison, donc l'intelligence intellectuelle et l'intelligence émotionnelle. Le danger va nous envoyer des signaux très forts, notamment celui de la peur. Et la peur, c'est un système d'alarme qui va permettre de nous mettre en place des systèmes de protection. C'est ce que l'on voit notamment au niveau de la crise sanitaire. L'opportunité, c'est de se dire qu'effectivement, chaque crise doit nous mobiliser pour changer, pour aller chercher en nous des potentiels, des ressources que l'on n'avait peut-être pas. Donc, moi, je suis Sylvie Diquet, je suis coach et formatrice, je suis au service du management des hommes, plus que des organisations. Je me suis spécialisée en intelligence émotionnelle. Je travaille avec le ministère des Armées, mais également avec toutes sortes d'entreprises, TPE et PME, dont beaucoup de la rénovation et de l'amélioration du bâtiment, que je salue s'ils sont là. Sur ce sujet, quand on en a discuté avec Claire Parlange, Agathe, Sophie, on a pensé qu'effectivement, ça pouvait être intéressant de reprendre quelques grandes lignes de l'intelligence émotionnelle pour pouvoir mieux s'en servir. Donc, je vous propose un petit voyage, ça va durer 15 à 20 minutes, pas plus, surtout qu'on a pris du retard. C'est de revenir sur qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle, quels sont les bénéfices de cette intelligence émotionnelle, notamment au service des entreprises. Est-ce qu'on peut mesurer l'intelligence émotionnelle et est-ce qu'on peut l'augmenter? Parce que c'est bien beau de la mesurer, mais si on ne peut rien en faire, ce n'est pas la peine. Et comment la développer pour faire face au Covid-19. Donc, ce voyage en 5 étapes va commencer avec qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? J'aime bien la définition qui nous dit tout simplement c'est l'ensemble des facultés et des compétences
qui influe sur la capacité à faire face avec succès aux demandes et pressions de son environnement. Donc, on voit à quel point, effectivement, ça devient intéressant face à la crise Covid-19, puisqu'effectivement, on a une forte pression de l'environnement et que là, il faut trouver des solutions pour faire face rapidement, pour s'adapter au changement et s'en sortir grandi. L'intelligence émotionnelle, c'est d'abord comprendre ses émotions. On va partir de soi. Qu'est-ce qui se joue en nous? Comment je reçois effectivement les informations qui m'arrivent. Donc, on parlait tout à l'heure de danger. Le danger va nous connecter rapidement à l'émotion peur, mais ça peut être également une émotion de tristesse, parce qu'on s'attriste effectivement de cette catastrophe. Pour certains, ça va être la joie, je vous assure que c'est vrai, parce on va se mettre à vivre différemment. Et pour d'autres, ça va être la colère, la sensation de tout perdre en un instant, puisque l'économie s'arrête, ou tout simplement parce qu'on rencontre des problèmes de santé importants. L'intelligence émotionnelle, c'est également comprendre les autres, puisqu'en fait, on est toujours en interaction avec d'autres. Se comprendre soi, c'est très, très important, mais bien sûr, il va falloir comprendre les émotions de l'autre. C'est notamment une des compétences qu'on appelle l'empathie. Dans quelle mesure on est capable de prendre en considération les émotions de l'autre. Donc, pour vous, dans vos entreprises, ce peut être vos collaborateurs, comment les collaborateurs vivent cette crise liée au Covid-19. Ce peut être bien sûr vos clients et vos fournisseurs. Et dès lors que vous êtes capable de savoir ce qui se joue en vous, ce qui se joue pour les autres, on va pouvoir avoir une relation interpersonnelle beaucoup plus constructive. Donc, les compétences de l'intelligence émotionnelle, effectivement, si on reprend l'exemple de notre capitaine et de notre pilote, c'est comment ils ont pu percevoir la situation à travers eux, donc peut-être faire appel directement à leurs compétences, à leur self-control, comment ils vont pouvoir rentrer en relation avec la tour de contrôle, avec les autres acteurs des opérations survie. Est-ce qu'ils vont s'adresser aux équipages? Est-ce qu'ils vont s'adresser aux passagers, etc., etc. Et bien sûr, dans des fractions de secondes, d'être en capacité de prendre des décisions justes alors qu'on est sous le coup d'une émotion forte. Donc là, effectivement, ça va faire appel à sa gestion du stress, voire au contrôle des impulsions. Effectivement, à partir du moment où ils ont pu prendre les bonnes mesures et ne pas rentrer dans une panique face à leurs émotions, ils ont pu s'en sortir grandis. Donc, les bénéfices de l'intelligence émotionnelle, ça va être une meilleure compréhension de soi, mais également une meilleure appréhension de l'environnement, ce qui va permettre d'avoir une décision beaucoup plus pertinente et de mieux collaborer avec les autres personnes. Donc, les bénéfices de l'intelligence émotionnelle, on va les mesurer sur la relation intrapersonnelle, interpersonnelle, sur les processus décisionnels et organisationnels, et bien sûr, sur la façon de gérer son stress. C'est assez magique, en fait, cette intelligence émotionnelle, parce qu'elle va se mettre au service de l'intelligence intellectuelle, et on s'aperçoit que dans les organisations, bien souvent, ce qui dysfonctionne, ce n'est pas un problème de compétences, c'est un problème de relation avec les autres, ou tout simplement de gestion de son stress. Là, j'ai repris effectivement dans un tableau que tout va être étroitement lié entre la compréhension des émotions, de ses émotions, de celles des autres, et la prise des décisions, tout en gérant correctement son stress. Ce que l'on fait normalement dans une situation où on n'est pas confronté à des émotions fortes, risque d'être fortement perturbé dès lors qu'une émotion cogne à la porte. Les émotions, en fait, elles sont toujours là pour nous faire agir et réagir. Ce sont des signaux d'alarme qui vont nous permettre d'adapter nos comportements à nos besoins. Si par exemple on prend l'émotion peur, elle se loge dans le cerveau reptilien, donc c'est le cerveau primaire. Et l'émotion peur nous a permis à nous, hommes, de passer de l'homo sapiens à l'homo numericus, que nous sommes aujourd'hui devant nos écrans, puisqu'effectivement, face à la peur, l'homme a tout de suite compris qu'il y avait un danger, que ce danger répondait à un besoin de sécurité, et que pour répondre à ce besoin de sécurité, il n'avait que 3 solutions. Se battre, fuir ou ne plus bouger, être inerte.
Et nous, même si aujourd'hui on est des homo numericus, on s'aperçoit que face au danger, on a toujours cette réaction peur qui va venir taper à la porte. Pour nous, ça va plutôt être aujourd'hui de se mettre en combat. Comment on peut effectivement combattre ce virus? Comment on peut combattre pour maintenir le niveau de nos entreprises et avancer et préparer l'avenir? Alors, la question qu'on me pose souvent lorsque je parle d'intelligence émotionnelle, c'est est-ce qu'on peut mesurer cette intelligence émotionnelle comme on a pu mesurer l'intelligence intellectuelle via la mesure du QI? On peut effectivement mesurer l'intelligence émotionnelle via la mesure du QE, quotient émotionnel. Actuellement, il y a 3 tests qui sont reconnus au niveau international. Le premier, c'était Salovey et Meyer en 1997 et le second, celui de Daniel Goleman en 2001. Le seul souci, c'est que ces tests, c'était des vraies usines à gaz. Il y avait à peu près 400 questions. C'était quand même assez difficile à administrer. Et en plus, c'était peu orienté sur des interactions professionnelles. C'était plus quelque chose de personnel. Et puis après, en 2002, le professeur Reuven Baron a développé l'EQI 2.0. Et l'EQI est actuellement le test le plus utilisé en entreprise puisqu'il va mesurer l'efficacité professionnelle. C'est un test qui est très pointu. Il sort de 17 années de recherche. Il se base sur un corpus scientifique très riche. C'est un test qui est fiable, qui est cohérent et surtout, c'est un outil de type B. Vous ne trouverez pas dans Psychomag ou dans tous les tests que l'on peut trouver sur Internet. Ce test, c'est un outil de type B, c'est-à-dire qu'il ne peut être administré que par des personnes qui ont été formées et accréditées à l'EQI. Il va mesurer 5 compétences qui vont être répertoriées en 15 sous-compétences. Alors après, bien sûr, quand on a fait la mesure, c'est de se dire, mais est-ce qu'on peut l'augmenter, son intelligence émotionnelle? La bonne nouvelle, c'est oui. Effectivement, contrairement au QI, qui est un petit peu figé, enfin complètement figé, à partir de l'âge de 16-20 ans, merci papa, merci maman, il va falloir faire toute sa vie avec le câblage que l'on nous a donné. L'EQI, lui, au contraire, peut se développer. Et peut se développer tout au long de la vie en travaillant sur ses compétences émotionnelles. Donc, on peut utiliser les forces de ces compétences émotionnelles pour améliorer les points les plus faibles. L'EQI, c'est vraiment un excellent outil pour prédire et améliorer l'efficacité au travail. Et on a également un deuxième EQI qui est vraiment une mesure du leadership. Et là aussi, on travaille beaucoup avec des dirigeants sur l'amélioration des compétences émotionnelles pour développer le leadership avec des résultats très probants. Donc, comment on développe son intelligence émotionnelle? On va mesurer les 15 compétences, 5 grandes compétences avec 3 sous-compétences pour chaque échelle. On va aller chercher les forces, on va travailler les points faibles, et ça se fait très bien, aussi bien en coaching qu'en formation. En coaching, ça se fait sur 2 ou 3 séances, c'est très rapide. Et en formation, on travaille sur un test de départ et après des échanges en commun. D'ailleurs, avec Espace Transition, on pourra vous proposer, si vous le souhaitez, de rejoindre une formation sur l'intelligence émotionnelle début mai. Un test EQI, ça se présente comme ceci. C'est un test psychométrique qui a 133 questions. On le réalise chez soi, en ligne. Ça dure environ 20 minutes. Donc, comme je vous disais, c'est un test qui est fiable. C'est un test international. Alors, il a fallu également l'adapter à chaque pays. Donc, on a plusieurs registres de référence. Nous, on va dépendre du Royaume-Uni. Bon, c'est comme ça. Et puis, comme je vous disais, c'est un outil de type B. Vous ne pourrez le faire qu'avec des personnes accréditées à rentrer sur la base MHS, donc pour dispenser les QI, et l'interpréter avec vous. Pourquoi on a intitulé effectivement ce webinaire « Agir concrètement avec l'intelligence émotionnelle » Parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, dès lors que l'on va vouloir améliorer sa conscience, améliorer sa conscience émotionnelle, comprendre ce qui joue en soi, dès lors qu'on va vouloir accepter de développer son sens de la réalité, et là, dans cette situation, il faut accepter qu'il y ait 3 réalités. Il va y avoir notre réalité, il va y avoir celle de nos clients, celle de nos collaborateurs,
celle de nos fournisseurs et celle des enjeux politiques notamment. Donc c'est vrai que plus on aura un sens de la réalité développé, meilleures seront nos décisions, meilleures seront nos collaborateurs, nos collaborations. Donc aujourd'hui, c'est vrai que grâce aux compétences de l'intelligence émotionnelle, on peut vraiment travailler sur certaines compétences pour mieux s'adapter et devenir plus efficace face à la crise du Covid-19. Lorsqu'on travaille en ce moment sur les compétences de l'intelligence émotionnelle, ce qui ressort dans les grandes lignes pour les personnes qu'on accompagne, c'est vraiment le sens de la réalité, la prise de décision, l'expression relationnelle et l'optimisme. Et ces 4 compétences sont des compétences de l'intelligence émotionnelle. Et on s'aperçoit qu'effectivement, si on a un sens de la réalité très faible et qu'on a une très forte prise de décision, on risque de ne pas prendre les bonnes décisions. Si on a une très forte prise de décision, un bon sens de la réalité, mais une très faible expression relationnelle, on risque de ne pas connecter, de ne pas rentrer en contact correctement avec nos clients, nos fournisseurs, nos collaborateurs. Donc on s'aperçoit que toutes les compétences émotionnelles interagissent les unes avec les autres et vont vous permettre de mieux vous adapter à la situation si effectivement vous prenez conscience qu'il faut améliorer telle ou telle compétence pour la mettre au service des autres compétences. Et la dernière compétence dont je voudrais parler, eh bien, c'est l'optimisme. Parce que l'optimisme, c'est une des compétences de l'intelligence émotionnelle. Quelquefois, on me dit, oui, non, mais optimiste, c'est bien, mais ce sont des doux rêveurs. Non, l'optimisme, elle repose sur 2 axes majeurs. Le positif, cette capacité que nous avons à voir les choses de façon positive et non pas négative. Et je dirais que c'est simplement être orienté, solution. Et là aussi, dans l'intelligence émotionnelle, on mesure une compétence qui est celle de la résolution de problèmes. Donc pour nous, c'est effectivement celle d'être réaliste et positif. Et dans l'optimisme, effectivement, c'est ce sens de la réalité. On ne peut pas se déconnecter de la réalité. Par exemple, si on prend le cas d'un marin sur son bateau, le vent se lève, et là j'aurais envie de dire, l'optimisme, c'est vous. Qu'est-ce que vous allez faire dans cette tempête? Alors le premier, s'il se trouve donc par rapport à positif réaliste en bas à gauche, il va être complètement défaitiste. Et lui, qu'est-ce qu'il va dire face à la tempête? C'est foutu, on va tous couler. Et on voit bien que dans la crise du Covid-19, certaines personnes ont perdu cet optimisme et ont peur effectivement de l'avenir et envisagent tous les scénarios catastrophes possibles et inimaginables. Donc, ils s'écartent de la réalité, mais par contre, ils renforcent le négatif. Si vous vous trouvez dans la case en bas à droite, ça veut dire que vous avez un fort sens de la réalité, mais vous êtes très peu positif. Et là, vous allez dire, vous êtes pessimiste. Il y a peu de chances que l'on s'en sorte. Et si vous vous trouvez en haut à gauche, là vous êtes très très positif, mais pas du tout réaliste. Ça va être vivement que le vent tourne, tout va bien, on ne s'inquiète pas, on ne se protège pas, on ne fait rien. Et ça, c'est pas bon non plus. Là, c'est des utopistes. Donc l'optimiste, on voit bien qu'on va le retrouver en haut à droite, où là, il va se dire effectivement, la réalité, il y a tel et tel problème, le vent souffle fort, mais il va être en recherche de solutions constructives, positives, et là, qu'est-ce qu'il fait? Il se met en action, il va régler les problèmes. Donc aujourd'hui, face à la crise liée au Covid-19, l'optimisme, c'est vous, c'est cette capacité que vous allez avoir à aller chercher dans vos compétences émotionnelles, celles qui vont pouvoir vous aider à traverser le mieux possible cette crise pour effectivement vous en sortir grandi, vous en sortir plus fort. Et aujourd'hui, j'aurais envie de dire, bon vent, réglez vos voiles, faites appel à toutes vos compétences intellectuelles, émotionnelles, faites-vous confiance. Nous avons tous les moyens, les compétences émotionnelles et intellectuelles pour sortir grandi de cette crise, à condition effectivement de bien réfléchir à qui on est, ce que l'on veut pour nous, et peut-être améliorer nos visions pour le monde de demain. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère ne pas avoir trop abusé de votre temps suite aux soucis techniques. Merci pour votre patience. Merci aussi pour votre
votre attention et surtout poser toutes les questions. Peut-être que Agathe a déjà vu des questions passer. On peut s'accorder un temps pour échanger. Agathe, à toi. Alors oui, quelques questions, effectivement. J'ai un participant qui me demande si le test est accessible en ligne, celui de 2002. De 2020, ça doit être plutôt. L'EQI 2.0. Non, il n'est pas accessible en ligne, tout simplement parce que il n'est pas accessible en ligne en personnel. Il faut passer par un professionnel. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est un outil de type B. C'est un outil qui est vraiment très pointu, très, très efficace, très valide. Et donc, il faut faire appel à un professionnel qui va vous proposer de réaliser ce test. Donc là, il faut revenir vers nous, vers Agathe, Espace Transition, ou moi, si vous l'indiquez. Je pourrais effectivement vous en dire un peu plus. J'ai quelqu'un qui me demande un petit peu dans la même veine de questions. Que le test permet-il de connaître exactement la partie à travailler? Oui, tout à fait. Ça, c'est également une question pertinente. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir mesurer 15 compétences, 5 grandes compétences. Je peux revenir d'ailleurs sur... peut-être que j'ai passé trop vite. Voilà. C'est quand vous allez faire votre test EQI, vous allez recevoir un rapport qui contient 15 pages. D'accord? Sur ce rapport, vous allez trouver d'abord ce premier tableau. Là, on voit que la personne a un quotient émotionnel de 109. D'accord? 109, il faut savoir que 100, c'est la moyenne de tous les gens testés. Donc 109, c'est un très bon quotient émotionnel. On s'aperçoit qu'effectivement, on a pu mesurer la perception de soi, l'expression de soi, les relations interpersonnelles, la prise de décision et la gestion du stress. Donc là, ça, c'était le QE d'un de mes clients, dirigeant d'entreprise. On s'aperçoit qu'il a une très bonne prise de décision. On s'aperçoit qu'il a une très bonne gestion du stress. J'espère que vous les voyez, 119, 118. Vous me suivez? En revanche, on s'aperçoit qu'il a une faible expression de soi. Donc, pourquoi il a une faible expression de soi? C'est qu'il a une faible conscience de ses émotions. C'est sans doute quelqu'un qui essaye de repousser ses émotions. Pas de ça chez moi, je ne veux pas être victime de mes émotions. Or, les émotions sont des signaux d'alarme et peuvent nous mettre en action. Donc déjà, peut-être que s'il s'autorisait à avoir plus conscience de ses émotions, il serait encore plus performant. Ça, c'est important. Après, dans l'expression de soi, ce dirigeant, lorsqu'il est venu, il m'a dit j'ai des problèmes relationnels avec mon personnel. Peut-être qu'effectivement, il a une trop faible expression de soi pour pouvoir bien communiquer avec son personnel. C'est-à-dire qu'il a des bonnes prises de décision, il a une excellente gestion de son stress. Eh bien, c'est peut-être quelque chose qu'il doit faire savoir en montrant davantage à son personnel qu'effectivement, c'est l'homme de la situation, que s'il prend telle ou telle décision, ça va avoir un impact correct dans la situation. Donc, quand on veut mesurer l'intelligence émotionnelle, c'est en travaillant sur chacune des compétences qu'on va pouvoir s'améliorer. Donc là, avec lui, on a travaillé sur la conscience des émotions, qu'est-ce qui se joue en lui, et on a travaillé également sur l'expression de ses émotions. Comment effectivement il pourrait être plus expressif, plus authentique avec son personnel, avec ses collaborateurs, pour encore mieux diriger son entreprise et avoir plus d'efficacité. Est-ce que ça répond à vos questions? Alors, je pense que oui. Et la même personne me demande, cette personne est coach professionnel, et il me demande donc, si on veut travailler là-dessus, un coach doit donc passer par un autre coach spécialisé sur la question? Tout à fait. C'est-à-dire, est-ce que tu peux expliquer? Effectivement, si les coachs, déjà c'est un confrère, donc salut le confrère, le mieux c'est qu'on prenne contact ensemble pour effectivement pouvoir en discuter. Et effectivement, moi je fais des tests EQI à des collègues coachs qui leur permettent effectivement d'être encore plus performants dans leur activité. D'accord, merci. J'ai une participante qui me demande, l'abordez-vous dans vos formations en entreprise? Mais tu as répondu en partie. Pardon? L'abordez-vous dans vos formations en entreprise? J'ai toujours pas la question. Attends, juste un instant,
Je vais fermer une porte. Il y a un jardinier faire du bruit extérieur. Donc, excuse-moi, Agathe, la question? Les inconvénients du direct. Oui. C'était donc… Alors, je reprends parce qu'il y a… On va reprendre d'abord un petit peu les premières questions. Quelle est pour vous la corrélation avec l'hypersensibilité émotionnelle? Ah, ça aussi, c'est une chouette question. Alors, l'hypersensibilité émotionnelle, effectivement, on va le retrouver dans l'expression, la perception de soi. Donc, effectivement, quand on travaille avec des hypersensibles au niveau de leurs émotions, on va avoir une perception de soi souvent à plus de 110 et on s'aperçoit que cette personne est très en conscience avec ses émotions. Ce qui est excellent, parce que plus on est en conscience avec ses émotions, plus on va pouvoir agir correctement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les émotions, ce sont des signaux d'alarme. Chaque fois, le signal va arriver et va nous demander de prendre un comportement pour répondre à un besoin. Donc, vous imaginez bien que quelqu'un qui est en hypersensibilité émotionnelle, elle va être sensible à tous ces signaux. Donc, après, c'est effectivement d'accepter cette hypersensibilité et de dire qu'effectivement, par exemple, si un événement me met en colère, il faut que j'arrive à gérer cette colère, parce que la colère, elle est saine. C'est que quelqu'un est en train de m'agresser dans mes valeurs profondes. C'est ça que nous dit la colère. T'es qui toi pour venir m'agresser dans mes valeurs profondes? Donc effectivement, l'hypersensible aura tendance à se mettre en colère. Maintenant, il va avoir deux façons de montrer sa colère. Soit il va totalement la rentrer en lui, et auquel cas, ça va être une grosse minute, et un jour, ça va exploser. Ou soit, effectivement, il va être en capacité de s'apercevoir qu'il est en colère, et c'est de se dire, là, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour gérer cette colère et montrer que ça ne me convient pas. Et peut-être d'aller voir la personne qui l'a mis en colère en lui disant, voilà, là, ce qui se passe, ça ne me convient pas. J'aurais préféré ceci ou cela dans cette situation-là. Et quand on agit comme ça, on est beaucoup plus zen. Donc l'hypersensibilité, ben, c'est génial, c'est un super moteur. Très bien, Sylvie. J'ai une autre question. Est-il possible de mesurer l'intelligence émotionnelle d'un collectif? Oui, alors ça, c'est une belle question encore. Merci. Puisqu'on a un autre outil, parce que je ne pouvais pas tous les amener comme ça, mes outils, mais je travaille également avec un autre outil qui est l'EQI 360, qui va permettre effectivement de faire une mesure du dirigeant ou du manager et une autre mesure de toute l'équipe. Et là, c'est sympa parce que toute l'équipe va faire son test, mais en fonction de la vision du manager. Le manager va faire son autotest et après, on va comparer la perception de l'équipe et la perception du manager. La perception de l'équipe, c'est intéressant parce que c'est totalement anonyme. On ne saura pas qui a répondu quoi. Mais ça nous donne un esprit global. C'est-à-dire qu'on peut avoir un manager qui nous dit bah, « moi, j'ai une très très bonne prise de décision ». Et puis l'équipe dit bah, « non, il n'a pas de mode de prise de décision ». Mais par contre, on s'aperçoit que l'équipe va dire qu'il a une faible indépendance, alors que lui pense qu'il a une forte indépendance. Quand je parle d'indépendance dans un collectif, c'est simplement l'indépendance, c'est cette capacité qu'on a ou pas à se faire influencer par les autres. Donc effectivement, si l'équipe est consciente que c'est toujours elle qui influence les décisions, le manager peut penser que c'est ses propres décisions, mais en fait, ce sont les décisions prises en collectif. Donc l'EQI qui est mesuré avec le test EQI 360, il est fabuleux. Ça, n'hésitez pas à le mettre en place dans vos entreprises. C'est vraiment sympa. Et là aussi, revenez vers nous, Espace Transition ou moi, Sylvie Diquet, et je vous expliquerai exactement comment ça se passe. Alors Sylvie, j'ai d'autres questions un peu qui reprennent des questions auxquelles tu as répondu. Alors ce que je vais proposer, je ne sais pas si ça va marcher parce que le débit n'est pas toujours terrible, c'est si les personnes veulent mettre leur caméra, leur micro et qu'on puisse échanger tous ensemble, ça sera peut-être plus évident. Est-ce que vous êtes d'accord? Je peux réactiver vos Oui, c'est une bonne caméras. idée. Alors, excusez-moi, c'est pas toujours rapide. Voilà, si vous pouvez réactiver tous vos caméras et qu'on se fasse une conversation les uns avec les autres. Oui. Donc voilà, madame. Alors, pourquoi ça ne part pas?
Moi, j'entends quelqu'un, j'entends Renaud. Ça y est, là, ça marche. Le son, j'attends. Bonjour Renaud, on vous C'est entend. muet. Bah si, je suis en muet. Non, non, j'ai tout mis. J'ai mis la caméra, le son, Vous normalement. m'entendez ou pas? Oui, j'entends Oui. Renaud, je vous Ah, entends. très bien. Ok, pardon, Sylvie. Bonjour et merci pour ce webinaire fort intéressant. Merci. Oui, je posais en effet une question enfin, complémentaire. C'est moi qui demandais si les tests étaient accessibles. En fait, donc moi, je suis coach formé chez Espace Transition et j'accompagne notamment des personnes en coaching mental, et notamment dans le sport du haut niveau. Et donc, évidemment, j'aborde la question des émotions et de l'intelligence émotionnelle. Et donc, en fait, ce que vous disiez, c'est que si jamais on veut pousser plus loin, on peut difficilement faire autrement que passer par un coach initialement ou j'imagine faire une formation complémentaire afin d'accéder au test et à la manière de le comprendre, de comprendre les résultats. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc, effectivement, je l'ai déjà fait pour un sportif de haut niveau qui était suivi par un coach. Donc, j'ai fait passer le test et bien sûr, bah, le coach a la capacité d'accompagner et de débriefer le rapport. Donc, après, l'outil va être utilisé par le coach avec son coaché. Donc là, concrètement, enfin, je fais passer le test à cette personne. Je vous remets les rapports et en tant que coach, vous êtes coach assermenté, accrédité, etc. Comme c'est un professionnel, vous pourrez effectivement travailler avec lui. Mais dans un premier temps, effectivement, il faudra passer par moi pour réaliser le test. Ça répond à votre question? Absolument. Merci, Sylvie. Avec plaisir. Et on pourra reparler en ligne. Alors, Est-ce qu'il y a j'ai quelqu'un d'autre qui s'est connecté, mais qui n'a pas mis sa caméra, qui me dit le test EQI est-il un outil à lui seul ou bien c'est un complément d'autres outils de coaching? Non, les deux. Pour certains, je vais administrer pour certains, je vais administrer les QI et la personne ne voudra pas aller plus loin sur le travail de ses compétences. Donc là, il fait son test, il reçoit son rapport et ça s'arrête là. Ou pour d'autres, effectivement, ils vont faire leur test, ils vont recevoir leur rapport et ils vont travailler en coaching ou en formation sur leurs compétences émotionnelles. Est-ce que ça répond à la question? Je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas. La personne peut parler, elle a son micro d'allumé, mais On n'entend pas. voilà. Voilà. Quelqu'un d'autre qui s'est connecté, bonjour. Bonjour, moi j'ai une question par rapport à ce que vous faites en entreprise. Est-ce que vous sentez une demande de plus en plus? L'intelligence émotionnelle est quand même quelque chose qui relève un peu de la faiblesse encore pour beaucoup de monde en entreprise. Est-ce que vous sentez une demande, une évolution par rapport à ça? Ah, merci pour cette question, elle est chouette. Alors, c'est vrai qu'effectivement, je relève tout de suite et je me jette dessus sur les émotions révèlent une certaine faiblesse. Alors là, permettez-moi juste de vous faire une petite anecdote. Je travaille avec le ministère des Armées. Donc, vous voyez, quand vous me demandez si effectivement ça commence à arriver en entreprise, bon, ministère des Armées, c'est quand même plutôt chouette de se dire que, OK, pour leurs managers, ils sont en train de se pencher sur ce sujet. C'est plutôt cool. Donc, effectivement, il y a une vraie demande. Et donc, j'étais avec un colonel qui me dit lors de la formation en management, bon, jusque-là, Sylvie, ça se passait plutôt bien. Mais là, si vous commencez à nous parler des émotions, je pense que on va être hors sujet. Donc, c'est bien par rapport à votre question. Est-ce que les émotions ont leur place dans l'entreprise? Et je lui dis, bah, écoutez, est-ce qu'on peut agir sans les émotions? Elle me dit, oui, nous dans l'armée, on n'agit pas avec les émotions. On dit, très bien, ok. Alors, si vous me permettez, je vais vous lobotomiser et je vais vous enlever l'émotion peur. Ok? Alors, on était à l'école militaire de Paris. Et maintenant que vous êtes à l'école militaire de Paris et sans votre émotion peur, je vous demande à pied d'aller rejoindre la gare Montparnasse. Et bien sûr, si vous arrivez vivant, vous me passez un coup de fil. Il va de soi qu'effectivement, sans l'émotion peur, on ne peut pas aller d'un point à un autre. On ne peut pas faire une action ou une autre.
L'émotion peur, c'est un signal d'alarme qui nous dit attention, il y a du danger, face au danger, on doit s'adapter. Donc là, il s'est aperçu qu'effectivement, les émotions étaient sacrément intéressantes. Alors j'en passe et des meilleures, mais à la fin, il me dit oui, mais bon, la tristesse quand même, on va quand même pas intégrer la tristesse dans nos émotions, dans le travail. Eh bien, écoutez, il n'y a aucun souci. Vous avez perdu combien d'hommes au Mali, là? Il y en a 4 qui sont morts. Bon, on s'en fout. Hein, on ne va pas faire de commémoration, on ne fait rien pour ces gens-là. Alors, il me dit là, vous y allez un peu fort. Et ce n'est pas moi qui vais fort. C'est à partir du moment où vous se coupez de ces émotions, on va perdre forcément en qualité de travail, en efficacité, en prise de décision, etc. etc. Donc aujourd'hui, plus on parle de l'intelligence émotionnelle et plus on s'aperçoit que les entreprises ont bien compris que ces compétences de l'intelligence émotionnelle, elles sont au service des compétences professionnelles. C'est ce qu'on voyait avec nos pilotes en début de webinaire. Ils avaient à la base une très très bonne compétence. Sauf que l'un n'a pas su réagir correctement aux signaux que lui envoyait sa peur, alors que l'autre a très bien réagi. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Maintenant, il y a ce côté, vous parlez c'est un peu reptilien, quoi, la peur ou les émotions, on va dire les principales émotions. Mais il y a beaucoup de gens dans le milieu professionnel qui, dans l'émotion, mettent aussi le côté ressenti. C'est-à-dire que le côté ressenti qui fait que quand on ressent des choses au niveau émotionnel plus que les autres, ça peut être perçu comme des idées, des choses qu'ils n'arrivent pas à appréhender. Donc, comment vous abordez, pas les émotions primaires, mais le ressenti du reste, en fait? Alors, effectivement, on parle bien des émotions. Les émotions de base, hein, je m'en tiens à 4, donc ça va toujours plus vite, mais il faut d'autres. Hein. Colère, peur, joie, tristesse. Voilà, ça, on a les 4. C'est les bons moteurs. Le ressenti, en fait, c'est le temps qu'on accorde à l'émotion. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette définition? Le ressenti, c'est le temps qu'on accorde à l'émotion. Oui, c'est le manque de recul qu'on a par rapport à l'émotion aussi. Et l'importance qu'on leur donne aussi. Et l'importance qu'on leur donne, tout à fait. Donc, effectivement, entre le recul et l'importance, on va s'apercevoir que si je me connecte, par exemple, à l'émotion tristesse, oui, comment je vais gérer ma tristesse? Effectivement, il y a le ressenti et il y a un besoin. Dans cette tristesse, je vais avoir un besoin soit de m'isoler, soit de pleurer, soit d'être réconforté. Je l'ai fait très rapidement. Hein. C'est beaucoup plus nuancé que ça. Et effectivement, si dans un cadre professionnel, la personne n'est pas capable de comprendre qu'au moment où je traverse une émotion de tristesse, j'ai besoin soit de m'isoler, soit d'être réconforté, soit de pleurer, je ne peux pas être efficace dans mon travail. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, pour un manager, pour un chef d'entreprise, il faut qu'il ait cette capacité à effectivement comprendre les émotions des autres pour mieux fonctionner avec et avoir effectivement le comportement adapté aux besoins de la personne. Mais quand ils n'en ont pas eux-mêmes conscience, c'est-à-dire que quelqu'un qui va montrer, par exemple, des signes d'émotion, de tristesse, et que la personne en face n'a aucune empathie, comment vous faites pour faire comprendre à la personne que c'est possible d'éprouver de la tristesse si elle-même se l'interdit? C'est bien pour ça qu'il faut travailler sur l'intelligence émotionnelle et que ça a tout à fait sa place en entreprise parce que ça va faciliter la collaboration et la prise de décision. Mais là, après, c'est un travail personnel. Effectivement, moi, j'ai beaucoup de managers qui arrivent sur l'intelligence émotionnelle et quand ils ont fait leur test EQI, la première question, c'est comment avez-vous vécu ce test et êtes-vous d'accord avec les résultats du test? Parce que la personne, la surexpression de soi, quand elle a vu 89, elle m'a dit « Ah, mais pas du tout. Moi j'ai une très bonne expression de moi. » Ok, d'accord. Et là-dessus, je lui dis « Mais comment vous vous exprimez ?»« Ah, mais mon équipe est au courant de tout. J'ai une newsletter et je fais des mails. » Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure expression de soi qu'on puisse avoir dans une entreprise? Donc là, effectivement, il y a eu tout un travail en disant est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons d'exprimer son ressenti, de s'affirmer, de rentrer en contact avec les autres. Et c'était que des choses comme ça. Donc c'est vraiment important quand il y a des dysfonctionnements dans un service ou dans une entreprise de dire
tiens, ça pourrait être intéressant d'aller chercher des compétences intellectuelles, des compétences émotionnelles, et notamment de mesurer ces compétences émotionnelles. Notamment dans les entretiens individuels, c'est bien de revoir sur les compétences professionnelles et dire à la personne, on pourrait gagner en compétences professionnelles en réalisant cette EQI et en travaillant sur ses savoir-être. C'est ni plus ni moins ça. Vous avez les savoir-faire et vous avez les savoir-être. Et là, dans l'EQI, c'est bien les savoir-être qu'on va les mesurer. Ça répond à la question ? Oui, ça répond. Merci. Juste une dernière question. Au niveau homme-femme, parce que forcément, l'émotion, c'est quelque chose de féminin pour la majorité des gens. Comment vous gérez ça? Vous voyez la différence d'acceptation de ces émotions? Vous les gérez différemment? Comment ça se La passe? grande surprise par rapport au faible panel que j'accompagne, je n'ai pas de personnes derrière moi, c'est qu'il n'y a pas de règle en la matière. Donc, il y a une bonne égalité des sexes. Effectivement, on pourrait penser que les aptitudes émotionnelles sont moins fortes chez les hommes, ce qui n'est pas forcément vrai. Ça peut peut-être s'exprimer différemment. C'est tout. Finalement, comment aborder cette thématique finalement qui peut être pour certains une forme un peu de tabou ou un peu difficile à être envisagée. Comment aborder en fait cette thématique pour qu'elle puisse être justement développée ou travaillée? Tout simplement en parlant de savoir-être. On a les savoir-faire, les compétences et on a les savoir-être, les aptitudes relationnelles. Enfin, moi, je m'en sors comme ça. C'est simple. Et qu'en entreprise, on va parler de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. Donc, c'est d'actualité, c'est simple. Merci. Une question, est-ce que le test, on peut le faire passer à tout moment? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de résultats déformés dans la mesure où justement je suis en situation d'hyperstress? Donc, du coup, les résultats qui vont ressortir du test ou du questionnaire, j'aime pas le mot test, du questionnaire sont faussés parce que je suis en situation d'hyperstress. Voilà. Tout à fait. C'est pour ça. Alors, merci aussi pour cette question qui est hyper pertinente. C'est pour ça que c'est un outil de type B. On ne peut pas l'administrer n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Effectivement, il y aura quelques questions préalables avant que l'on puisse proposer le test. Il faut effectivement être sûr que la personne a une bonne santé psychologique à ce moment-là. Si elle est trop stressée, ça risque d'être délétère dans la mesure où ça va augmenter le niveau de conscience et ça peut être effectivement très blessant. Et les résultats peuvent être un petit peu faussés. Donc, effectivement, c'était bien de poser cette question et de rappeler qu'effectivement, ça doit être fait par des professionnels, pas n'importe comment. N'importe quand, surtout. Alors là, c'est vrai qu'en période Covid-19, moi, je commence à en remettre en place, mais au tout début, j'ai eu quelques demandes parce que comme on avait du temps, certaines personnes m'ont dit « Ah bah tiens, je vais en profiter pour faire les QA », j'avais toujours etc. Et vraiment, je vérifiais au niveau de leur ressenti s'ils étaient dans un esprit plutôt positif et serein ou au contraire hyper angoissés. S'ils étaient hyper angoissés, surtout que moi je suis coach aussi, donc je préférais retravailler sur effectivement un petit peu de lâcher prise avant de proposer le test. Ok. Merci. Avec plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, j'en ai juste une. Mais la différence pour vous entre l'IKEA test et le test de Mayer? Alors, le test de Mayer, de Solavet et Mayer, oui. C'est bien de ce test qu'on parle. Oui. C'est une grosse usine à gaz. Vous connaissez ce test? Je l'ai survolé, mais c'est 240 questions. Il y en avait 440 au début. Alors, je ne sais pas si ils ont réduit. Donc, c'était vraiment une grosse usine à gaz. Donc, c'était pas tellement applicable en entreprise parce qu'en plus, on était moins sur ces pôles de prise de décision, tout ce qui est organisationnel et décisionnel. On était plus sur la relation intra- et interpersonnelle. D'accord. Donc, Ikigai est plus adapté aux professionnels.
Ah oui, il y a pas de photo. Hein. Ok. Ouais. Et au niveau de la formation que vous proposez, en fait, qu'est-ce qu'elle aborde concrètement? Alors, la formation donc, sur développer votre intelligence émotionnelle, elle va être en trois parties. La première, c'est déjà, on propose aux personnes de réaliser un premier inventaire de leur intelligence émotionnelle. C'est pas le test complet, hein, c'est juste une reprise de ces paramètres-là, mais ça nous donne déjà un point de départ pour travailler les compétences. Après, on va sur, alors ça, c'est en amont. D'accord? C'est avant d'entrer dans la formation. Et après, on va travailler sur qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle. Donc, on va repartir effectivement sur les émotions de base. Vraiment, tout décortiquer ce qui est une émotion, à quoi ça correspond, etc., etc. Et après, on va travailler sur le comment améliorer son intelligence émotionnelle. Et là, on travaille sur les liens. Parce qu'en fait, là, quand on parle d'intelligence émotionnelle avec l'EQI, c'est une roue. Toutes les, comment dire, toutes les compétences sont en interaction. Et là, on va aller chercher les liens entre les compétences. Et c'est là-dessus qu'on va travailler sur la formation, développer votre intelligence émotionnelle. Un autotest où on essaye de voir où on en est. 2, reprendre effectivement le rôle des émotions. Et 3, développer les compétences émotionnelles en lien les unes avec les autres. C'est clair? Je rebondis justement sur ce que tu dis, Sylvie, justement pour faire un peu de promotion, hein, c'est un peu mon travail. Donc, Sylvie et Espace Transition, on organise donc une formation en ligne de 2 demi-journées, les 4 et 5 mai. Donc, je ne l'ai pas encore mis sur le site internet d'Espace Transition, ça ne devrait pas tarder. Vous pouvez contacter Sylvie directement, vous avez ses coordonnées dans le webmail, dans le webinaire, ou Espace Transition, et on vous mettra en lien si vous êtes intéressé. Ça va, Sylvie? Oui, très bien. Je suis également visible sur LinkedIn. Donc, si vous avez des questions qui reviennent en message privé, voilà, ce sera toujours un plaisir d'échanger avec vous. Les collègues coachs et les entreprises. Voilà, on a un beau métier, on est dans le partage. Et voilà. D'autres questions? C'est bon pour moi. Bon, bah, Donc, on arrive à midi. Je vais laisser le mot de la fin à Agathe. Merci à tous pour les interactions. Déjà, c'est toujours plus sympa que d'être tout seul devant son écran. Encore une fois, je vous renouvelle toutes mes excuses pour ce bug informatique, alors qu'on avait essayé avec Agathe de se donner les moyens que ça se passe bien. Mais c'était également un bon exercice d'intelligence émotionnelle, puisque soit effectivement, si je n'avais pas su contrôler mes impulsions, j'aurais commencé à vociférer, à m'énerver. Donc, je pense que je dois avoir une bonne gestion de mon stress. Voilà, ça c'est bien. Que j'ai pris les bonnes décisions, à savoir éteindre et rallumer mon ordinateur pour que ça fonctionne, et que je suis restée avec des expressions, des émotions bien contrôlées, bien positives. Donc voilà, j'ai fait appel à mon intelligence émotionnelle pour parer à la difficulté que j'ai rencontrée. À tous, un grand merci. Au plaisir de vous retrouver sur les réseaux ou dans les formations. Et je laisse la parole à Agathe. Je pense que j'ai dû bien gérer mon intelligence émotionnelle aussi pour maîtriser le problème technique au départ. Excusez-moi, j'ai été coupée. Il n'y a pas de souci. Donc, ben voilà, on disait, je ne sais pas si vous étiez encore là, qu'on organisait deux demi-journées de formation avec Sylvie. Les 4 et 5 mai, ça sera en ligne, probablement, puisque le déconfinement, on ne sait pas encore, ça ne sera pas fait, quoi. Donc, ça sera en ligne. Et après, Sylvie, on te proposera une. C'était ça au mois de juin. On avait prévu en présentiel. D'accord. Donc, tout ça, les informations seront sur notre site ou vous pouvez contacter Sylvie directement sur son LinkedIn, Sylvie Diquet. Vous la trouverez sans problème, ou Espace Transition. Ah ben voilà, c'est parfait. Sylvie, tu as Le présentiel était, voilà, c'est pour le présentiel 4 et 5 juin et le distanciel, c'était 4 et 5 mai. 5 et 6 mai. 5 et 6 mai. Oui, ça c'est pour le distanciel. C'est la formation en ligne, 5 et 6 mai en distanciel. D'accord, donc j'ai dit 4 et 5 en présentiel. D'accord, super. Voilà. Et donc la semaine prochaine, on a un webinaire aussi qui sera Renaud, qui nous concerne un peu, qui sera 10 clés pour manager en posture de coach. Je me suis inscrite déjà. Ouais, j'ai vu. Voilà.
Et puis, Merci. pour les webinaires, ça sera tout pour le moment. Et on aura aussi une formation, j'en profite, je fais un peu de promotion, la formation coachée en utilisant les métaphores par Maud Poitvin. Ça sera au mois de... Alors je fais tellement de promotions que je ne me souviens même plus. Je crois que c'est le 16 juin. Et pareil pour accompagner les managers en posture de coach par Émilie Piège. Donc, vous aurez la présentation jeudi prochain. Et elle fait une formation, c'est 4 jours en juin et 2 jours en juin, 2 jours en septembre. Vous retrouvez toutes les informations sur le site internet et régulièrement sur LinkedIn aussi. On essaye de communiquer. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que, en tout cas, cette intervention vous a plu. Et puis, en tout cas, c'est un plaisir. Oui, merci. Ouais, non, c'était intéressant. Donc, Merci à vous, oui. Merci à vous deux, en effet. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne Au revoir. journée. Bonne Au revoir. journée, au revoir. Au revoir à tous, au revoir. Au revoir. Au revoir.